et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui, on va parler des fonctions. Donc on va voir qu'il y aura plusieurs types de fonctions. La fonction la plus importante étant la fonction main, celle qu'on utilise depuis le début. Donc ça, c'est le point d'entrée de notre programme. On ne peut pas déclarer une fonction dans une fonction. Donc on verra qu'il y a différents types de fonctions. Mais la fonction de base, on ne peut pas la déclarer dans une fonction. Donc, main étant une fonction, je ne peux pas déclarer de fonction ici. Il va falloir que je les déclare au-dessus ou en dessous, peu importe. Mais je ne peux pas les déclarer à l'intérieur de ma fonction main. Donc, on va faire une petite fonction toute simple qui va multiplier deux entiers et nous renvoyer le résultat. Alors, pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé func. Alors ici, on va appeler ça multiply, par exemple. On va vouloir avoir deux entiers en argument. Décidément. Et on va définir une valeur, un type de retour qui va être int. Voilà. Et tout simplement, notre fonction, elle va retourner A multiplié par B. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc maintenant, je l'appelle comme dans n'importe quel langage. Ici, je vais faire d'abord un printline, parce que sinon, je ne vais pas y voir grand-chose. Printline de multiply 2 et 10. Et donc maintenant, si je lance mon code, j'obtiens bien 20. Donc ce qu'on peut faire dans une fonction, si ici, j'ai plusieurs arguments qui partagent le même type. Donc A est un int, B est un int. Je peux déclarer ceci comme ça. Voilà. A, virgule B, je pourrais en mettre d'autres, virgule C. Et si toutefois je voulais utiliser un autre type, mettons un type string, je pourrais déclarer ça comme ceci. Donc je peux regrouper avec une virgule des arguments qui partagent le même type. Ici, A et B sont des int, j'aurais pu faire par exemple C et D qui seraient des strings. Donc voilà, pour ce qui est de la fonction, tout ce qui est de plus classique. Alors, je vous ai dit qu'on ne peut pas créer de fonction donc, telle que celle-ci à l'intérieur d'une fonction. Par contre, je peux utiliser des fonctions anonymes, qu'on appelle aussi des closures. Donc ce que je pourrais faire, c'est donc faire une fonction anonyme, donc on ne met pas de nom, qui prendra A et B qui seront des int et qui va me renvoyer un int. Donc exactement comme la fonction au-dessus, hein. On va refaire la même, mais en closure. Voilà. Donc ici, je vais faire un return de A fois B. Et vous allez me dire, c'est bien beau, mais là, mes paramètres, je les mets où? Eh bien, justement, on met une double parenthèse, et ici, on passe les paramètres, comme tout à l'heure. Parce que si on va multiplier par 20, et donc, si je lance, ah bah oui, clairement, voilà, là, hein, si je ne lui passe pas mes deux paramètres, ça ne va pas aller. Voilà. Donc ici, on voit que ça fonctionne très bien. Donc en fait, alors ici, ma fonction anonyme, mon closure, je l'ai mis à l'intérieur d'un printline parce que ça me renvoie un int. Maintenant, si je voulais donc je ne mets pas de valeur de retour et ici je vais faire
un print line de A fois B. Alors oui, je vais enlever ici. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ma fonction va être exécutée tout de suite. Allons-y, voilà. Donc moi, je l'avais inclus dans un print line parce que ça renvoyait un int. Donc après, si je voulais voir si je voulais voir ce qui était renvoyé par la fonction, bah, il fallait bien que je le mette dans un print line. Mais voilà, si ma fonction affiche elle-même quelque chose, je peux la déclarer toute seule. Et à la fin, je lui passe mes paramètres. Et elle s'exécute immédiatement. Donc je pourrais avoir une fonction qui ne prend aucun argument. Par exemple, qui va faire un print line de Hello World. Donc dans ce cas-là, eh bien, c'est exactement la même syntaxe. Sauf que comme il n'y a pas d'argument, je laisse mes parenthèses vides. Mais on est obligé d'avoir les parenthèses. Les parenthèses, en fait, c'est ce qui sert à appeler la fonction. Comme si j'avais une fonction, ma fonction Hello World, elle a été déclarée au-dessus. Et après que je l'appelle comme ceci, voilà. Donc ici, on voit bien au bout que j'ai mes deux parenthèses vides, mais pour signifier quand même que j'appelle ma fonction. Donc là, c'est exactement pareil. Sauf que comme elle n'a pas de nom, ici, on met le nom suivi des doubles parenthèses, ouvrantes et fermantes. Et ici, comme c'est une fonction anonyme, comme c'est une closure, eh bien le nom est remplacé par la description de la fonction. Et on fait suivre, pareil, parenthèses ouvrantes et fermantes. Donc voilà pour les closures. Alors ce qu'on peut faire, éventuellement, si ma fonction multiply, je voulais la rendre disponible, parce que là, le souci des closures, c'est que elles ne sont stockées nulle part. La fonction va être exécutée et après, elle disparaît. Alors que ici, multiply, je peux l'appeler plusieurs fois. Donc, comment je voudrais faire si à l'intérieur d'une même fonction, je veux appeler une closure plusieurs fois? Eh bien, je peux utiliser cette variante. Alors, je vais faire var, celle-là, je vais l'appeler mult, égale func, machin, sauf que là, je vais enlever mes doubles parenthèses. Donc, il me dit que ma variable n'est pas utilisée, ça c'est normal, hein. C'est Go qui est un petit peu tatillon. Mais on voit bien qu'il n'y a pas d'erreur à proprement dit. Donc multiply, on voit bien que c'est une fonction. Je l'ai appelé mult, mais oui, je vais redéfinir le corps aussi d'ailleurs. Donc voilà. Je vais redéfinir le corps comme tout à l'heure. A et B, et ici, un print line de A fois B. Voilà. Et donc ici, je passe 15 et 4. Voilà. Et on voit que ça fonctionne. Donc en fait, cette syntaxe de base pour définir les fonctions, je ne peux pas l'utiliser à l'intérieur d'une autre fonction, mais éventuellement, je peux mettre une fonction anonyme à l'intérieur d'une variable. Puisqu'une fonction, c'est un type, au même titre qu'un int, qu'un string. Je peux stocker ça dans une variable et après je l'appelle comme une fonction tout à fait normale. D'ailleurs en JavaScript on a aussi ces deux syntaxes. La fonction anonyme qui est stockée dans une variable et la fonction déclarée de manière normale. Sauf qu'ici on est obligé à l'intérieur d'une fonction d'utiliser cette syntaxe là puisque celle-ci n'est pas disponible. Donc je vais enlever ma closure ici. Go nous permet quelque chose qu'on ne peut pas se permettre sur d'autres langages. Alors, ici je vais faire calcul. Et maintenant je voudrais récupérer non seulement le produit de A par B, mais je voudrais aussi récupérer la somme de A plus B. Donc ici je vais créer une nouvelle variable qui sera le résultat du produit, et une nouvelle variable y qui sera le résultat de la somme. Donc dans un premier temps, on dirait, bah tiens, je vais déclarer un tableau de deux éléments qui seront des int, et je vais stocker mes deux valeurs de retour dedans, et je vais retourner le tableau.
Donc ici, je mettrai par exemple un tableau de 2 int en retour. Alors c'est une idée, hein, mais ça, tous les langages de programmation le font. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. En Go, ce qu'on peut faire, c'est ici. Alors, je vais mettre des parenthèses et je vais rajouter hop, un int. Donc, je peux déclarer que en retour, on aura 2 int. Donc, je peux déclarer 2 valeurs de retour. À ce moment-là, je fais return de A, virgule B, puisqu'on a droit qu'à un seul mot-clé return. Enfin, on peut en avoir plusieurs, par exemple, si on est dans une boucle if-else. Mais il n'y a qu'un seul retour. Donc si on est dans une boucle if-else, ce sera soit l'un, soit l'autre. Mais on n'aura jamais 2 retours en même temps. On n'aura jamais un seul retour. Donc ici, j'ai bien un seul retour, mais je vais retourner 2 valeurs, A et B. Non, je vous dis des bêtises, en plus, c'est X et Y que je veux, c'est les sommes. A et B, on s'en fout un petit peu, les arguments. Donc, eh bien maintenant allons-y. Alors, comment on va faire? Eh bien, comme on l'avait vu dans les boucles, on peut définir 2 variables que je vais appeler, par exemple, produit et somme. Et elles vont être égales au retour de calcul. Ah, voilà, calcul de 10 et 2. Donc ici, on voit bien que mes messages d'erreur, c'est que parce que mes variables n'ont pas été utilisées. Et donc ici, je me fais mon println de produit et mon println de somme. On est parti, et voilà. Et donc, on voit bien que j'ai 20 et 12. Donc, exactement comme on l'avait vu avec les boucles, je peux outrepasser une ou plusieurs valeurs de retour, simplement en mettant, si admettons je n'ai besoin que de la somme, donc je peux remplacer le produit par le underscore. Alors à ce moment-là, on voit qu'il n'est plus disponible, je vais simplement le commenter. Voilà, et donc ici on voit bien que ça fonctionne très bien. Donc il va falloir qu'ici j'ai automatiquement autant de variables que de valeurs de retour. Mais comme dans le cas de la boucle for, je peux très bien mettre juste un underscore pour outrepasser une valeur. Mais automatiquement, il va falloir que j'ai autant de variables de ce côté-ci que j'aurai de retour de ce côté-là. Si j'avais un retour de, par exemple, si je faisais A-B sur une valeur Z, que j'avais un troisième retour int, ce qui est possible, on peut avoir autant de retours qu'on veut. Donc si j'avais 3 int en retour, ici, il me faudrait 3 variables. Et bien sûr, je peux remplacer chacune des variables par un underscore pour celles que je n'utiliserai pas. Donc voilà pour ce qui est des valeurs de retour. Alors maintenant, donc je vais refaire multiply, par exemple. Donc ici, je vais dégager ça et on va reprendre depuis le début. Alors, on va faire une fonction qui va renvoyer un int, qui va multiplier mes arguments les uns par les autres. Mais ici, admettons que je veuille plus de 2 arguments. Alors vous allez me dire, oui, ben, on rajoute C, on rajoute D, et puis ainsi de suite. Sauf que je ne sais pas combien je vais avoir d'arguments. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire, ben, tout ce que je vais te donner, tu vas les multiplier ensemble. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle la fonction variadique. Une fonction variadique, c'est une fonction qui va prendre plusieurs arguments, mais on ne sait pas encore combien il va y en avoir.
Donc, cette fonction pourra accepter autant d'arguments qu'on lui en donnera. Donc ici, on va en faire une relativement simple. On va appeler nos arguments args. Mes arguments seront tous des int. Et maintenant, comment je fais pour lui indiquer que ceci n'est pas un argument unique, mais en fait que ça va être un ensemble d'arguments? Eh bien, tout simplement, on met 3 petits points devant le type. Donc si je fais arg 3 points int, ça veut dire que ici, en argument, il y aura des int. Combien, on n'en sait rien. Il y en aura plusieurs. Et par contre, en retour, je veux l'ensemble du produit de chacun, donc, enfin l'ensemble du produit, tout court. Donc, je récupérerai un int. Donc maintenant, eh bien, je vais déclarer une variable qui sera à 0. On va se faire une petite boucle for, sauf que, non, je ne vais pas en faire une comme ça. Voilà. Donc on y va. Alors ici, on va récupérer bien sûr l'index et la valeur, comme on avait vu précédemment, puisque args est une collection, en fait c'est un ensemble d'éléments. Donc ici, je vais récupérer i et v, on va les appeler comme ça, index et valeur. Alors on va utiliser le mot-clé range puisque c'est une collection. Et args sera l'ensemble des arguments qu'on va lui passer. Donc ici l'index, ben, j'en ai pas besoin, donc je le remplace déjà par l'underscore, puisque je me fous de savoir à quel endroit est rangé quoi. Simplement je veux récupérer chaque argument indépendamment et le multiplier par le total. Donc ici, comme c'est une multiplication, si je multiplie tout par 0, on va avoir un gros souci. Voilà, je vais le mettre à 1. Et ici, je vais faire total. Alors, total égale total multiplié par la valeur qu'on va mettre ici. D'ailleurs, on va faire même beaucoup plus simple que ça. On va faire total multiplié égale v, ce qui sera la même chose. Et donc à la fin de cette boucle, eh bien tout simplement, on va retourner le total. Donc pour récapituler, cette fonction multiply, elle va prendre plusieurs arguments et à chaque fois, on va multiplier le total par la valeur. Donc ici, le total qui est de 1 va être multiplié par la première valeur, le résultat va être multiplié par la deuxième, et le résultat va être multiplié par la troisième, et ainsi de suite. Donc voyons. Alors, je vais le mettre directement dans un print line, ça va aller plus vite. Multiply 2. Alors ici, on va mettre 2, 5 et 3. Donc logiquement, 2 fois 5, 10 fois 3, 30. On devrait obtenir 30. Allons-y. Voilà. Alors on aurait pu faire, mettons, addition. Voilà. Et ici, on met total plus égale V. Et là, pourquoi addit-on? Ah bah oui. Oui, voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Donc voilà, quand on a plusieurs arguments, on peut les passer comme ça, sous forme de fonctions variadiques. Donc là, par exemple, si je rajoute ici à mon total 10, hop, on voit qu'il n'y a pas de souci. Hein. Je ne suis pas limité en argument, je peux en rajouter encore toute une ribambelle. Hein. Donc encore une chose, imaginons qu'ici, je veuille ajouter... Donc en fait, on va faire notre fonction autrement.
il n'y aura pas de valeur de retour. Je vais faire directement un println. Un println, et ici, je vais vouloir mettre un texte suivi de mon total. Voilà. Mais le texte, je voudrais qu'il soit éditable, qu'on puisse le passer à la fonction. Donc ici, on lui a dit qu'on va lui passer un bon paquet d'int dont on ne sait pas le nombre. Donc comment faire pour lui passer un paramètre supplémentaire? Alors, admettons, si je mets texte de type string, oui, il faut que je mette un E, voilà. Ici, il me met une erreur. Il me met une erreur, il me dit qu'on ne peut pas utiliser les 3 points autrement que comme argument final. C'est-à-dire que mes 3 points seront automatiquement, donc mes arguments multiples seront automatiquement à la fin. Donc si on veut que ça marche, il faut que je déclare ma string ici. Donc voilà, tac tac tac, texte total. Donc on va tester notre nouvelle fonction. D'ailleurs on voit, voilà, on voit ici qu'il me prend donc mes arguments, le texte qui va être de type string, et après des arguments multiples de type int. Donc voilà, addition, ici on va mettre le résultat est, voilà, et maintenant je vais lui passer tout un tas de chiffres, on s'en fout, voilà. Donc le résultat est 189. Là, on voit que ça fonctionne bien. Donc si pour une raison ou pour une autre, je voulais ajouter un argument de type int, je peux très bien, ça ne pose pas de problème. Par exemple, si mon argument texte, enfin, ça n'a pas vraiment de sens, mais si c'était un type int, alors 1458, on voit que notre résultat était 189. Donc ici, ma fonction, elle devrait normalement m'afficher le premier, suivi du résultat de l'ensemble ici. Allons-y, voilà. Donc il m'a bien affiché ce que j'avais mis ici en variable texte. Et après, il m'a affiché le total. Donc on voit bien qu'il a fait la différence, lui. Il a vu qu'il y avait un élément, un argument, plus une suite d'arguments. Donc il m'a bien pris le premier argument en tant que l'argument texte ici. Et il a fait le total du reste. Donc voilà pour ce qui est de la fonction variadique. Alors maintenant, on va passer à autre chose qui est pareil très utilisée, c'est les fonctions récursives. Donc la fonction récursive n'est pas un type de fonction, c'est une manière de coder. C'est pas une fonction particulière. Comme ici la fonction variadique. C'est pas une fonction particulière, simplement c'est le type d'argument qui est particulier. Donc la fonction récursive, tout simplement, c'est une fonction qui peut s'appeler elle-même. Alors c'est vrai qu'on l'utilise très souvent. Alors souvent on utilise des exemples comme une factorielle ou une suite de Fibonacci. Moi je vais faire encore plus simple. Pas besoin d'avoir un niveau de fou en maths. On va faire juste une fonction qui va prendre en argument un entier et qui va imprimer cet entier, donc qui va l'imprimer et qui va le décrémenter,
et ceci jusqu'à que la décrémentation atteigne 0. Et là, ma fonction s'arrêtera. Donc, pour ça, eh bien, on va juste faire... Alors, on va se faire une petite boucle if. Donc, on a dit que si x... Donc, notre argument est supérieur à 0, eh bien, on imprime printline de x. Et ensuite, on va le décrémenter. Alors, je vais faire comme ça pour l'instant. Non, x moins moins. Voilà. Et sinon, donc si on a atteint 0, on fait juste le printline. Oui. Je vais plutôt... Voilà. On fait juste le printline de x. Moi, je veux quand même qu'on l'imprime une fois qu'il arrive à 0. Mais ma fonction s'arrête là. Donc, qu'en est-il de la récursion? Eh bien, on va dire... Donc ici, ben oui, tu imprimes x. Mais après, moi, j'aimerais que ça continue. Mettons qu'on ait 10 ici, il va falloir que je fasse ça 10 fois. Donc, j'aurais pu faire une boucle while. Mais ce que je peux faire aussi, c'est... Bon, ici, je suis supérieur à 0. Donc, j'imprime. Et maintenant, je vais rappeler cette même fonction, mais en lui passant x moins 1. Donc ici, prenons le cas où je vais émettre 3. Donc 3 est-il supérieur à 0? Oui, donc il va m'imprimer 3. Et à partir de là, il va rappeler la fonction. Donc il ne va pas aller plus loin, puisqu'on est au bout de ma boucle if. Donc il ne va pas appeler le else. Il va rappeler la fonction. Mais ce coup-ci, en lui passant comme argument 2. Puisque on avait passé 3, 3 moins 1, 2. Hein? Donc, il va rappeler ma fonction avec ici 2. Est-ce que 2 est supérieur à 0? Oui. Donc, hop, il va me l'imprimer. Et il va rappeler ma fonction, ce coup-ci, avec 1. Est-ce que 1 est supérieur à 0? Oui. Il va me l'imprimer. Il va me rappeler ma fonction avec comme argument 0. Et est-ce que x est supérieur à 0? Non. Donc, il va appeler le else. Et le else, tout ce qu'il fait, il fait le printline de x, mais il n'appelle plus rien. Donc, voyons tout de suite. Récursion de 3. Voilà. 3, 2, 1, 0. Donc ici, c'est comme si j'avais eu ça. Et que j'avais fait récursion 2, récursion 1 et récursion 0. Voilà. Voilà, ça n'a aucun intérêt, mais voilà. C'est comme si j'appelais plusieurs fois ma fonction. Donc là, on n'a pas de problème. On voit bien ce que fait ma fonction et on voit bien que je l'ai appelée plusieurs fois. Mais au lieu de m'amuser à l'appeler plusieurs fois, eh bien, je laisse ma fonction elle-même s'en occuper. En s'appelant elle-même ici. Hop, si je fais récursion de 10, j'ai bien de 10 à 0. Ben là, j'aurais carrément pu supprimer le else si je voulais aller seulement jusqu'à 1. Ou même si je voulais aller jusqu'à 0, j'aurais fait tant que x est supérieur ou égal à 0. Et hop, voilà. Là, j'ai exactement la même chose. Donc voilà, une fonction peut s'appeler elle-même. Donc c'est un concept qu'on retrouve dans tous les langages de programmation quasiment. Enfin, je ne connais pas tous les langages de programmation loin de là, mais dans les plus courants, on retrouve ce type de fonction. Donc voici pour la récursion. Alors, revenons à nos arguments.
Alors ici, on va refaire une fonction qu'on va appeler calcul, même si c'est hyper vague. Et je vais prendre A, B. Donc ici, je vais faire un printline de A plus B. Donc là, dans cette fonction, je vais simplement imprimer le résultat de A plus B. Je vais l'afficher à l'écran. Alors bien sûr, je pourrais faire un retour, ce qui serait déjà plus pratique, parce que je ne serai pas limité au simple printline. Si je fais ça, je vais avoir ma valeur de retour et après j'en fais ce que j'en veux. Je peux l'utiliser dans des calculs, je peux faire un printline avec, je peux faire plein de choses. Donc ça c'est très bien si je veux faire mon retour de A plus B. Là il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginons que je veux simplement avoir cette fonction calcul qui va prendre mes arguments A et B de type int, mais j'ai pas forcément envie de faire une addition. Et j'ai envie que je puisse lui passer en argument la marche à suivre, ce qu'elle va faire de ces deux variables A et B. Et bien pour ceci, on peut passer une fonction à une fonction. Alors, on enlève la valeur de retour. Ici, donc là, je vais pas m'embêter. Je vais faire comme ça pour l'instant. Et donc ici, on va déclarer une fonction que je vais appeler f. Oui, c'est ça. F qui va être une fonction qui va prendre ici deux arguments qui seront de type int. Comme ces deux arguments que l'on va passer, puisque ça va être E, on va passer ces deux arguments et la fonction qu'on va passer utilisera ces deux arguments pour fonctionner. Donc maintenant je vais dire, eh bien, tu prends ma fonction f, donc f qui a deux arguments, et tu lui passes en argument A et B. Donc là, on a fait une fonction un petit peu générique. Il n'y a aucun mécanisme à l'intérieur. On a séparé les arguments et le mécanisme de notre fonction qu'on va lui passer différemment. Donc ici, on va appeler calcul. Je vais mettre 10, je vais mettre 2. Et ici, je vais passer une fonction. Alors, eh bien, on va passer une fonction anonyme, comme on l'a vu tout à l'heure, une closure. Sauf qu'ici, on n'aura pas besoin de mettre à la fin les parenthèses, puisque la fonction sera appelée dans la fonction calcul elle-même. Donc on va juste lui passer, alors voilà, on va lui passer une fonction. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, il a bien pris. Simplement, nous, ce qu'il nous faut, c'est une fonction qui va utiliser deux entiers. Donc on peut mettre 1 et 2 par exemple. Et ici, je vais faire dans ma fonction, dans le corps, un printline de 1 fois 2. Ah, oui. Voilà qui est mieux. Si, comme c'est une fonction, je suis obligé de déclarer le type. Donc voilà. Et en même temps, je peux utiliser cette même fonction pour faire, comme tout à l'heure, la somme. Allons-y. Voilà. Donc en fait, on lui passe ici nos deux arguments, et ensuite, on lui passe tout le mécanisme interne via une fonction anonyme. Ce qui nous permet à chaque fois de redéfinir le mécanisme de fonctionnement de cette fonction. Donc là, c'est vrai que l'exemple est hyper minimaliste et puis c'est pas très concret, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est exactement pour ceux qui font du Node,
c'est exactement ce qu'on a avec les callbacks en Node.js. C'est tout à fait ça. On a dans notre fonction, on a un traitement, et une fois que le traitement est fait, on passe le résultat à une fonction callback. Et eh bien dans cette fonction, on va passer le traitement qu'on veut. Donc ici, c'est exactement ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu faire un traitement sur A et B, et puis passer le résultat directement à la fonction. C'est faisable aussi. Donc voilà pour ce qui est des fonctions qui prennent des fonctions en paramètres. Alors maintenant, imaginons que je veuille créer une fonction relativement générique, et par contre créer des fonctions dérivées avec des comportements plus spécifiques. Alors si vous ne voyez pas où je veux en venir, c'est normal. Je vais vous donner un exemple et ça sera quand même beaucoup plus parlant. Alors je vais faire une fonction qui va s'appeler multiply, et donc qui va prendre deux arguments et me retourner un int et on va faire le return de A fois B. Bon, c'est ce qu'on avait au début. On a cette fonction qui va nous multiplier un argument par un autre. Alors c'est bien, mais imaginons que je veux l'utiliser plus souvent. Voilà, multiply 2, 10, multiply 5, 10, multiply 6, 10, et puis je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. Ouais, donc là j'ai même pas mis de print line. On va faire comme ça, on va faire comme ça, A A fois B, qu'est-ce que je cherche, j'en sais rien. Voilà. Donc ici, voilà. On a nos résultats. Alors, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que j'aime bien multiplier par 10. Alors, ce qui serait bien, alors je pourrais faire par exemple une boucle for, et puis faire un tableau contenant 2, 5 et 6, itérer sur ce tableau, et à chaque fois appliquer la fonction multiply avec 10 en deuxième argument. Ce serait faisable. Mais maintenant, moi j'aimerais bien une fonction où je lui passe un seul argument qui sera multiplié par 10. Alors je pourrais la déclarer, mais admettons que je veux le faire la même chose pour le 5, pour le 6, pour générer par exemple des tables de multiplication ou que sais-je. L'idéal serait que je puisse avoir une fonction, comme tout à l'heure, un petit peu une fonction générique, mais ce coup-ci, qui me crée une nouvelle fonction spécifique. C'est-à-dire que à partir de ma fonction multiply, j'aimerais pouvoir créer une fonction, par exemple, que j'appellerais by 10, qui me multiplierait tout ce que je lui passe en argument par 10. Et par le fait, il n'y aurait plus qu'un argument. On peut faire ça en utilisant comme valeur de retour une fonction. Donc, mon type de retour, ça va être un type fonction. Fonction qui prendra un int et qui renverra un int. Voilà. Non, qui renverra rien, puisque je ferai un print line. Donc ici, ce qu'on veut, c'est dans le cadre de notre fonction, alors on va même la faire ici, hein. Voilà, pour que on ait un visuel. Donc on veut que by 10, si je fais un by 10 de 5, on renvoie 50. Donc entre en parenthèse, 5 fois 10.
ça ne renverra pas. Ça fera un... Plus je vous dis des bêtises. Ça va pas renvoyer 50, ça va l'imprimer. Donc ici, donc on voit bien qu'il nous faut une fonction qui prend un seul argument de type int. Donc voilà. Qui n'aura pas de valeur de retour. Et donc ici, au lieu de retourner, au lieu par exemple de faire le return de A par B, on va retourner une fonction. Donc là-dedans c'est une fonction anonyme. Une fonction qui va me prendre l'argument B qui sera multiplié par 10, enfin dans notre cas ici par 10, et faire un printline de B multiplié par A. Donc ici, jusqu'à présent, nous avions deux arguments. Donc en fait, on va n'en garder plus qu'un. Donc ici, maintenant, on va se retrouver avec une fonction qui va prendre un argument et qui va retourner une autre fonction. Elle prendra un argument et qui multipliera cet argument par le premier qu'on aura passé à la fonction multiply. Donc maintenant, alors je vais enlever tout ça. On va refaire. Donc maintenant, je vais faire by 10 qui sera égal à multiply et on veut que notre fonction by 10 multiplie par 10. Donc ici A, on va lui passer 10. Donc maintenant, ça va nous ressortir, ça va nous renvoyer une fonction qui, elle, prendra un argument et multipliera cet argument par 10. Donc c'est le comportement qu'on veut. Voilà. Et maintenant, by 10, comme ici, ça renvoie une fonction, by 10 est lui-même une fonction. Donc, si je fais by 10 de 5, eh bien on voit que ça marche. Alors, pour faire un petit peu plus simple, c'est comme on a fait tout à l'heure. Var, pour utiliser une syntaxe différente de ceci, on pourrait faire var by 10. Donc ici, en fait, sera égal au retour. Donc en fait, ce serait égal à ceci, par exemple. Mais à la place de A, on mettrait 10. C'est exactement, ça revient exactement à ça. C'est-à-dire que ici, comme ça renvoie une fonction anonyme, c'est comme si on avait, comme on a vu tout à l'heure, cette syntaxe pour pouvoir écrire une fonction dans une autre fonction et pouvoir l'appeler plusieurs fois. Donc on utilise une variable dans laquelle on stocke une fonction. Donc c'est exactement ça. Lui, il va renvoyer ceci. Il va renvoyer une fonction. Donc comme ici, la fonction est stockée, on l'a fait de manière explicite, on l'a stockée dans by 10, et bien ici, c'est exactement pareil. Cette fonction-là, à laquelle on a passé 10 en argument, va renvoyer cette fonction-là. Alors ici, à la place de A, on aura 10. Donc elle va renvoyer une fonction, comme celle-ci. Et le renvoi va être stocké dans ma variable. Sachant que ça pourrait être écrit comme ça aussi. Voilà. Voilà. C'est exactement la même chose. Sauf qu'à l'intérieur d'une fonction, on peut utiliser cette notation-là.
Et c'est celle qui revient très souvent, donc autant s'y habituer. Donc voilà, ces deux notations en fait font la même chose. Simplement ici, si je fais by 10 et que je fais un print line de mon argument par 10, si je veux faire by 6 par exemple, je vais être obligé de redéclarer une nouvelle fois ici. Donc la même chose, je vais mettre ici 6 au lieu de 10, et ici je vais mettre 6 au lieu de 10. Maintenant, si je veux faire la même chose à partir de ma fonction multiply, je peux faire by 6 qui sera égal à multiply de 6. Et maintenant, à chaque fois que je vais appeler by 6 ici, voilà, ma fonction multipliera à chaque fois mon argument par 6. Ici, on a bien 12 et 60. Donc on peut créer comme ça des factories, des fabriques de fonctions en retournant une fonction. Alors on pourrait très bien aussi prendre une fonction en paramètre et en retourner une. Pour ceux qui aiment bien stricturer les ménages, vous pouvez essayer de vous amuser comme ça, à passer des fonctions et à en ressortir d'autres de l'autre côté. Mais c'est une fonction qui fabrique une fonction. À partir d'une fonction un petit peu générale, on va pouvoir ressortir des fonctions avec des comportements différents. Donc ici, dans cette fonction-là, on lui passe juste un multiplicateur et à chaque fois, il va nous renvoyer une fonction qui prendra un argument et qui le multipliera par le multiplicateur défini ici. Donc ce qu'on fait ici, on crée une nouvelle fonction à partir d'une fonction. C'est des fonctions qui fabriquent d'autres fonctions. Donc comme par exemple, pour ici, ça nous évite d'avoir à chaque fois redéclaré ces fonctions-là qui ont exactement le même comportement, si ce n'est qu'elles n'utilisent pas le même multiplicateur. Donc ici, grâce à ça, je peux directement créer des fonctions qui vont être stockées dans ces variables et qui ont des comportements similaires mais pourtant différents. Donc voilà pour ce qui est des factories, pour ce qui est des fonctions qui fabriquent d'autres fonctions. Alors ce coup-ci, on va voir une dernière chose. Alors là, ça va être beaucoup plus simple. Ah oui, on va voir deux dernières choses. Il y a aussi quelque chose... alors, si je reprends ma fonction multiply et que je fais return de a plus b, multiply de a fois b. Ici, j'ai un int. J'ai b. Puis justement, je me dis, je vais l'appeler calcul. Voilà, calcul. Et ici, comme tout à l'heure, plutôt que de faire plusieurs retours, de retourner a fois b et a plus b, je voudrais faire une fonction calcul avec a et b en int. Décidément, je vais y arriver. Voilà, a et b en int qui prend un retour de int. Non. Qui va prendre un troisième argument, parce que sinon ma démonstration ne fonctionnera pas. Voilà. Donc imaginons que je me dise, bah tiens, si j'ai deux éléments, alors là c'est vrai que j'aurais pu utiliser une variadique, mais là bon c'est pour l'exemple. Imaginons que je veuille pouvoir utiliser soit deux arguments, soit trois. Donc ce que je ferai par exemple en Java, c'est une surcharge. C'est-à-dire que je vais déclarer deux fois ma fonction,
avec le même nom, mais avec des comportements, des arguments différents. Et après, ici, quand je vais l'appeler, si je lui donne 2 arguments, il va utiliser celle-ci. Et si je lui donne 3 arguments, il va utiliser cette version-là. Donc c'est de la surcharge, c'est ce qu'on utilise, oui, notamment en Java et dans d'autres langages. Et ceci n'est pas possible en Go. Le Go n'accepte pas la surcharge. On ne peut pas surcharger une fonction, on ne peut pas avoir plusieurs versions. Donc il faut soit passer par une factory comme on vient de voir, soit comme on a vu juste avant par exemple, lui passer une fonction qui elle déterminera le fonctionnement interne. Ou alors dans ce cas précis on pourrait utiliser une fonction variadique où ici ça fait la même chose mais avec 2 et avec 3 arguments. On pourrait avoir une fonction variadique qui prend tous les arguments et les multiplie les uns par les autres. Voilà. Mais on ne peut pas, malgré que Go se veuille un langage très moderne, on ne peut pas utiliser de surcharge de fonctions dans Go. Ça ne fonctionne tout simplement pas. On ne peut pas déclarer 2 fonctions avec le même nom. Voilà. Donc voilà pour cette particularité. Alors ici, je vais faire un truc tout simple. Je vais faire une fonction first. Donc ici, il n'y aura plus rien pareil. Et ici, on va faire printline de premier. Et je vais faire un copier-coller de ceci que je vais appeler second et je vais mettre ici second. Donc je vais appeler mes fonctions first, second et je vais faire aussi une third pour l'exemple et je vais appeler ça dernier. Bon, là si on lance, on n'a pas vraiment de surprise, hein. Ça, je vous l'accorde. Alors, quelque chose qui est faisable en Go et qui est relativement souvent utilisé, alors, il n'y a pas d'obligation. Moi, je sais que j'aime pas trop l'utiliser, mais il faut savoir que ça existe, c'est le mot-clé defer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que j'utilise ce mot-clé defer? Eh bien, on voit que j'ai second, dernier et premier. Defer, en fait, va reporter, il va différer, en fait, la fonction qu'on va lui passer à la fin. Alors, à la fin, ici, de cette fonction-là, de la fonction main. Mais si je l'avais, si c'était à l'intérieur d'une fonction anonyme, ce serait à la fin de cette fonction-là. Alors, par exemple, je vais faire une fonction all qui va lancer. Alors, je vais copier ce code-là pour vous montrer justement. Hop, x. Voilà. Donc, maintenant, je vais appeler all et je vais faire un printline de fin de programme. Fin de code. Voilà. Donc ici, mes 3 fonctions sont incluses dans une autre. Enfin, elles sont appelées par une autre. Et j'ai utilisé defer comme ici. Et là, on voit bien que defer est appelé. Donc ça a repoussé cette fonction en dernier. Mais en dernier dans ce bloc-là. Donc ici, ma fonction all va lancer second, third, et à la fin va lancer first.
et après mon programme prend le relais. Par contre, si j'avais fait ceci à la place d'appeler la fonction all et que j'avais mis ça comme ça, voilà. Donc là, ce coup-ci, j'ai premier en dernier. Donc il est lancé à la fin du bloc, à la fin du corps de la fonction. Qu'ici, c'est la fonction main, mais si j'utilise la fonction all, qui va me lancer ces trois fonctions avec le defer comme là, first sera lancé à la fin de cette fonction-là, et non plus à la fin de main. On va rester sur du simple. Je vais même enlever celui-ci. Maintenant, que se passe-t-il si j'ai plusieurs defers? Defer n'est pas unique, on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Si j'ai plusieurs defers, comment ça se passe? Alors, dernier est lancé. Dernier, c'est third, pas de souci. Mais après, je vois que j'ai second et premier. Donc en fait, ils sont lancés dans cet ordre-là. Celui-ci, le premier defer sera le dernier, le deuxième defer sera l'avant-dernier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le troisième defer sera l'avant-avant-dernier, et ainsi de suite, comme ça. Donc en fait, il fonctionne un petit peu sur un système de piles, et c'est le premier arrivé qui sortira le dernier. Hein, mettons que vous avez une pile d'assiettes. La première, vous la posez en bas, la deuxième sera posée dessus, la troisième sera encore dessus, et quand vous allez retirer vos assiettes, vous allez commencer par la troisième que vous avez posée, puis la deuxième, puis la première, parce que la première elle est tout en bas. Si vous tirez la première sur une pile de 30 ou 40, c'est la catastrophe assurée. Donc, c'est exactement ce même principe, c'est pour ça qu'on appelle ça un système de piles, puisque on empile les choses les unes sur les autres, et donc on ne prend pas le dernier de la pile, on commence toujours par le dessus, et le dessus c'est fatalement le dernier qu'on a apporté. Donc ici c'est pareil, on pose first sur notre pile, on pose second, il faut l'imaginer en vertical, hein, donc first sera tout en bas, second sera posé dessus, et donc quand je vais aller les retirer, eh bien je vais retirer second en premier, donc ici c'est second qui va sortir, et celle que j'aurais mis en premier tout à l'heure, eh bien sortira en dernier. Si je remets mon print line, alors ce coup-ci je vais mettre juste des traits, hein, ce sera même plus simple. Donc dans l'état actuel du code, voilà, j'ai tout ceci qui est lancé. Et après, j'ai mes defers. Maintenant, si à lui, je lui rajoute un defer, eh bien, je vois bien qu'il sort en premier, puisque c'est le dernier de la pile. Le premier, le second est posé dessus, le troisième encore dessus, et quand je dépile, quand je ressors de cette pile, eh bien, je rattaque depuis le dernier posé, et ainsi de suite, et je redescends. Et donc c'est ce comportement que j'ai ici, dernier qui est lancé par third, second qui est lancé par second, et first qui est lancé, et premier qui est lancé par first. Donc voilà pour ce qui est defer. Personnellement, moi je l'utilise pas trop parce que je suis pas fan de ce comportement-là, mais après c'est au choix. Certains l'utilisent beaucoup, d'autres n'aiment pas l'utiliser. Par exemple, quand on l'utilise souvent pour en fait ne pas oublier de terminer une action. Par exemple, quand on ouvre un fichier en lecture ou en écriture, on ouvre le fichier, on écrit dedans et on le referme. Pareil pour la lecture. On ouvre le fichier, on récupère tout ce qu'il y a dedans, donc après on le traite, on en fait ce qu'on en veut, et on le ferme. Donc ici, avec defer, ça permet, donc on ouvre, voilà. Donc ici on ouvrirait notre fichier, et tout de suite derrière on fait defer, et là on ferme le fichier. Donc on sait que ce sera appelé à la fin, mais comme ça,
on n'aura pas de souci de gestion de mémoire, automatiquement, on fermera bien le fichier. En fait, Defer sert beaucoup à ça pour ne pas oublier de faire une action importante. Et une action qui serait à la fin d'un bloc de code. Bon, après, vous voyez, quand, voilà, donc si je remets cet exemple-là, on voit que ça commence, bon là c'est tout simple, parce qu'on a vraiment des fonctions très simples pour l'exemple, mais quand on commence à avoir des choses un petit peu plus compliquées, où là on va avoir des arguments, on va avoir des retours, voilà. En multipliant les défers, on multiplie aussi le nombre de chances de pas bien les empiler. Parce qu'il faut quand même bien respecter ce fonctionnement-là. Parce que ici, ils sont les uns derrière les autres, mais on aurait pu avoir des kilomètres de code entre plusieurs défers. Et quoi qu'il en soit, par exemple, tiens, si je remets... voilà. Donc ici, mes trois fonctions sont différées. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir mes trois lignes qui vont être prises de suite, puisqu'elles ne sont pas différées. Et j'ai tout ça qui est après. Donc imaginez là que vous ayez ne serait-ce qu'une petite centaine de lignes, hein, ici, ici et ici. En termes de lisibilité, le gars qui ne sait pas trop ce qu'il en est, qui regarde votre code, il a intérêt à noter sur un petit papier à côté, c'est Defer, hein, parce que ça va être compliqué. Donc, eh bien voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur les fonctions. Ça fait déjà pas mal. Alors sur ce, moi je vous laisse, et je vous retrouve bientôt pour un prochain tuto. Salut!